Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire organisé par la Chambre d'agriculture du Gers et la DDT du Gers. Ce webinaire est donc consacré à la présentation des nouvelles règles de la PAC 2023-2027. Il a pour objectif de détailler les nouveautés réglementaires et les points de vigilance majeurs pour cette nouvelle campagne et en particulier pour, bien sûr, la période de déclaration à partir du 1er avril au 15 mai. Nous aborderons donc différents points, différents aspects de cette nouvelle réglementation, le nouveau régime des aides découplées, des aides découplées, de la conditionnalité, de l'éco-programme, et des aides de l'agriculture en faveur de l'agriculture biologique. Il y aura deux intervenants pour vous présenter ces évolutions. Julien Barthès, qui est responsable du service agriculture durable à la DDT, et Mélanie Fournet, qui est conseillère référente PAC à la Chambre d'agriculture du Gers. Donc, avant de leur céder la parole, je voudrais vous apporter quelques précisions sur le fonctionnement de ce webinaire. Sa durée est prévue de 2 heures, donc nous terminerons à midi. Il est enregistré et donc son contenu sera accessible à partir du lien qui sera disponible sur le site de la Chambre d'agriculture du Gers. Vous ne pouvez pas intervenir oralement pour poser des questions, compte tenu du trop grand nombre de participants. Par contre, vous pouvez bien sûr poser vos questions sur le chat et nous essaierons donc au fur et à mesure des présentations de répondre à ces questions. Donc vous verrez à la fin de chaque séquence, nous nous arrêterons pour répondre aux questions qui auront pu être donc posées au travers de ces présentations. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à Julien Barthès et je vous souhaite un bon webinaire à tous et à toutes. Bien. Bonjour à tous, donc je suis Julien Barthès, le chef du service agriculture durable à la DDT, et donc je vais démarrer avec Mélanie, donc moi pour les parties réglementaires et Mélanie pour des compléments. Je propose de passer du coup à la première slide, voilà. Donc ici vous avez une présentation des grandes enveloppes budgétaires de la PAC actuelle, enfin celle jusqu'à 2022 sur la gauche. Donc c'est le bâton qui est un peu plus bas et la nouvelle PAC sur la droite. C'est juste pour vous donner les grands tuyaux, on va dire, les grandes aides. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est les aides découplées avec globalement, on va dire en ordre de grandeur, la même enveloppe entre précédente PAC et nouvelle PAC. Donc là-dedans, on y a mis les paiements de base, le paiement redistributif, c'est ce qui est indiqué PR, et le paiement pour les jeunes agriculteurs, PJA. Un des grands changements, c'est que le paiement vert disparaît. Il est intégré à la conditionnalité. Maintenant, ces exigences deviennent une base de l'ensemble des aides. C'est pour ça que les aides découplées sur la nouvelle PAC sont verdies. Et en fait, l'équivalent de son enveloppe, approximativement, est remplacé par l'éco-régime. Donc, le paiement vert dans vos aides va disparaître l'an prochain et sera remplacé pour ceux qui accèdent par l'éco-régime. Donc, il y a un enjeu à accéder à l'éco-régime, on y reviendra dessus. Pour le reste des aides, on est globalement sur, on retrouvera à peu près les mêmes aides, hein, on verra plus en détail. Les aides couplées et les aides protéines végétales demeurent. Voilà, c'est ce qui est en train d'apparaître sur l'écran. Les MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques, demeurent également avec des enveloppes à peu près constantes. Et l'agriculture biologique également se retrouve entre les deux réformes avec une enveloppe un peu plus augmentée. Voilà pour les grands tuyaux. Donc globalement, on garde à peu près les mêmes dispositifs. Le grand changement, c'est la disparition du paiement vert et l'arrivée de l'éco-régime.
Alors, les points, les nouveautés et points de vigilance sur les aides découplées. Tout d'abord sur les DPB, donc qui servaient au paiement de base et au paiement vert. Donc, le paiement de base demeure. Il y a toujours une convergence, mais au lieu d'avoir vos DPB qui vont évoluer chaque année, comme c'était le cas jusqu'à présent, il y aura 2 étapes. Une étape en 2023 et une étape en 2025. Voilà, en 2023, ça va être une revalorisation des plus petits DPB et un plafonnement des plus gros. Et en 2025, une convergence qui va vraiment embarquer tout le monde. Et en gros, à partir de 2025, les DPB les plus faibles sont ramenés à 90% de la valeur de la moyenne. C'est-à-dire que le tassement de l'ensemble des DPB vers la moyenne va être assez significatif à la fin de cette PAC-là. Les portefeuilles des DPB demeurent, il n'y a pas de modification, on n'est pas comme en 2015, il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a pas de changement de nom, etc. Donc il n'y aura pas de démarche particulière à faire pour ceux qui n'ont pas de changement d'exploitation et qui n'ont pas de changement foncier. Donc vos portefeuilles DPB continuent à vous suivre si vous restez le même déclarant PAC. Concernant les transferts de DPB, il y a par contre des simplifications. Jusqu'à présent, les transferts de DPB qui se faisaient sans foncier étaient taxés, on va dire. Il y avait un prélèvement avec une décote de 30%. Cette décote n'y est plus. Alors, ça concerne, ça en pratique très peu de monde, mais l'impact que ça a, c'est qu'il n'y a plus besoin de distinguer les transferts de DPB avec foncier et sans foncier. Et donc, ça allège significativement les choses puisqu'on n'a plus besoin de justificatifs des parcelles, des baux, des actes notariés, etc. quand on fait un transfert DPB. Donc, ça devient, on va dire, dans la grande majorité des cas, un simple formulaire à remplir et à signer sans ajouter énormément de justificatifs. Donc, il y a une simplification là-dessus. Et comme je l'ai dit, la taxation des transferts DPB sans terre disparaît, ce qui facilite aussi les transferts de DPB sans terre le cas échéant. Enfin, concernant les réserves DPB, les jeunes agriculteurs JA et les nouvelles installés conservent leur droit à réserve comme précédemment. Donc, les jeunes qui s'installent et les personnes récemment installées peuvent demander à bénéficier de la réserve DPB à la moyenne nationale comme précédemment. C'est de la continuité. Voilà pour moi sur ces parties réglementaires. Ensuite, sur les autres points des aides découplées. Le paiement redistributif. Donc, il est maintenu, il garde globalement les mêmes paramètres, c'est-à-dire 52 hectares de SAU payés à environ 50 €. A une évolution toutefois, c'est qu'il n'est plus conditionné, il est plus basé sur les DPB. Il faut avoir un portefeuille de DPB, donc il faut avoir à minima une fraction de DPB. 0,1 DPB par exemple, mais à partir du moment où vous avez 0,1 DPB, vous pouvez en bénéficier sur 52 hectares. Alors que précédemment, si vous aviez 0,1 DPB, vous n'alliez toucher le paiement redistributif que sur 0,1 hectare. Voilà. Donc ça commence à déconnecter le paiement redistributif des DPB, mais il faut tout de même avoir un tout petit portefeuille pour pouvoir y accéder. Sur le paiement jeune agriculteur, donc il existait précédemment un paiement jeune agriculteur qui pouvait être payé sur un certain nombre d'hectares, 34 de mémoire, je me tourne vers mes collègues, c'est ça. Le système, alors le paiement est conservé, mais le système évolue. Maintenant, ça va être un paiement forfaitaire. Donc, indépendamment de la surface, que vous soyez maraîcher sur 1 hectare ou éleveur sur 100 hectares ou plus, le paiement JA sera le même, forfait de 4 400 € par an, payable sur 5 ans. De même, il va être en partie déconnecté des DPB, c'est-à-dire il faudra avoir un minimum une fraction de DPB, 0,1 DPB par exemple, ou 1 DPB, mais le paiement vous sera payé à 4 400 €, alors c'est un estimatif à ce stade, dans tous les cas. Et dernier point, c'est les conditions de diplôme se renforcent. Donc voilà, précédemment, il fallait avoir un diplôme de niveau 3, quel qu'il soit. Maintenant, il y a je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'est un peu renforcé. Il y a sur les bas niveaux de diplôme, il faut qu'il soit agricole en fait, ou alors il faut substituer le fait que votre diplôme n'est pas agricole par une expérience plus ou moins longue dans l'agriculture. Voilà. Donc, bonjour, je vais vous présenter quelques petits exemples pour illustrer le propos de Julien Barthès. D'abord, en ce qui concerne la revalorisation des DPB, un premier exemple avec une exploitation qui a 20 DPB
d'une valeur de 100 € en 2022. Donc en 2022, au niveau du paiement de base, elle pouvait toucher 2000 €. En 2023, il y a la première convergence des DPD et donc la valeur totale va connaître une augmentation qui sera environ de 2240 €. Ensuite, en 2025, il y a une autre convergence des DPB et elle sera ici d'environ 2380 €. Donc, dans ce cas, avec une valeur de DPP de 100 €, l'exploitation connaîtra donc deux augmentations, une en 2023 et une en 2025. Dans le second exemple, on a une valeur de 120 € pour 20 DPB également. Ici, on voit qu'en 2023, il y a une augmentation des DPB pour atteindre environ 2680 €. Et en 2025, l'ensemble des DPB vont perdre un petit peu de valeur pour descendre à 2640 €. Il est important de souligner que voilà, sur des valeurs DPB qu'on voit dans le GERS, donc entre 100, 120 €, 130 €, les DPB en 2025 seront tous supérieurs aux DPB initiaux en 2022. Ensuite, en ce qui concerne le paiement redistributif, donc sur ce graphique, hein, c'est la teinte bleue du milieu, illustrée par le cadre vert. Là, j'ai pris l'exemple d'une exploitation de 50 hectares qui a seulement 30 DPB d'une valeur de 115 € avec un jeune installé. Donc, en ce qui concerne les paiements redistributifs, avant 2023, donc en 2022, il avait cette aide sur les 52 premiers DPB. Ici, il n'avait que 30 DPB, soit environ 49 €. Il touchait 1470 € de paiement redistributif. À partir de 2023, le paiement redistributif est déconnecté du nombre de DPB. Donc, à partir du moment où il en a un ou une fraction de DPB, ce sera le nombre d'hectares qui seront pris en compte. Donc, il est estimé que ce sera une valeur d'environ 48 € fois 50 hectares, puisqu'il a 50 hectares au total sur son exploitation. Ça lui fera un paiement redistributif de 2400 €. Donc, dans ce cas précis, il y aura une augmentation des DPB. En ce qui concerne les jeunes agriculteurs, les nouvellement installés, auparavant, sur la précédente programmation, on avait 102 € par DPB dans la limite de 34 DPB. Donc ici, il avait seulement 30 DPB. Donc 30 fois 102, il pouvait toucher 3060 € pour le paiement J1. Maintenant, à partir de 2023, peu importe le nombre d'hectares et peu importe le nombre de DPB, c'est un forfait unique pour tout le monde à environ 4400 €. Voilà, donc il est temps de passer aux questions. Alors, dans le chat, là, on a une question concernant le cas de... concernant justement ces aides aux jeunes agriculteurs. Donc la question est la suivante, faut-il avoir travaillé au minimum sur l'exploitation avant de pouvoir bénéficier de ces aides lorsqu'on est un jeune diplômé d'une école d'ingénieur qui revient sur l'exploitation? Est-ce qu'il y a une condition d'exercice d'activité antérieure à cette installation nouvelle sur l'exploitation? Non, alors je suppose que c'est un diplôme Bien. ingénieur agro, donc l'année de l'installation dans l'exploitation, la demande pourra être faite et a priori éligible, alors sous réserve d'autres critères, mais il n'y a pas de condition d'avoir travaillé initialement sur l'exploitation pour bénéficier de la réserve. Donc ce jeune peut reprendre et s'installer et bénéficier des aides jeunes agriculteurs. Tout à fait. Alors, je dis toujours quand même sous réserve des autres points d'éligibilité, parce que là, j'ai une question ciblée sur un critère d'éligibilité. Sur celui-là, c'est bon. Il
faut voir les autres potentiellement, mais les autres sont moins problématiques en général. Mais voilà. Alors, ensuite, on a toujours concernant les JA, en tant que jeune agriculteur, peut-on faire une demande de recalcul du nombre de DPB et de sa valeur en 2023? Alors oui, sous réserve des la réserve DPB jeune agriculteur nouvelle installée permet de doter l'exploitation de DPB sur l'ensemble de la surface à la valeur moyenne. Donc en fait, il se passe plusieurs choses. Si vous avez déjà des DPB supérieurs à la moyenne nationale sur une partie de la surface, cela on n'y touche pas, il reste dans votre portefeuille. On va compléter le reste de la surface. Et si dans ce reste, il y a des DPB inférieurs à la moyenne nationale, ils vont être revalorisés. Donc, en gros, la réserve elle vous assure d'être à minima la moyenne nationale sur toutes vos surfaces. Et si vous aviez des DPB supérieurs à la moyenne nationale, ben, ceux-là, on n'y touche pas. Ils restent dans votre portefeuille et vous gardez, dire l'avance, l'avantage que vous aviez sur une partie des terres, vous le gardez par ailleurs. Voilà. Et donc ça, dès 2023, effectivement, ça sera. Enfin, voilà, c'est le même type de programme qu'il y avait jusqu'à présent, en fait. D'accord. Alors, après, nous avons une question qui concerne les agriculteurs actifs. Quel est le pourcentage maximum de parts dans une ARL que peut détenir un agriculteur postulant à la retraite agricole? Alors là, on est sur une règle de cumul aide de PAC et retraite, je suppose. Alors, il n'y a pas de pourcentage maximal en fait. Pour que le RL soit éligible, il faut qu'il y ait un associé exploitant qui soit agriculteur actif, c'est-à-dire, enfin, en l'occurrence, qui ne cumule pas plus de 67 ans et la retraite. Donc, si vous avez un ERL avec 99% des parts détenues par quelqu'un qui a 68 ans et la retraite, et 1% des parts détenues par quelqu'un qui a 40 ans et qui est associé exploitant, l'ERL va être éligible. Ça marchera pareil si les 1% sont détenus par quelqu'un qui a la retraite mais qui a que 65 ans, puisqu'on n'a pas passé le cap des 67 ans. Alors au 15 mai 2023, l'ERL sera également éligible. Il n'y a pas de règle de part. Il faut qu'il y ait un associé exploitant qui soit agriculteur actif, donc qui ne soit pas à la fois à plus de 67 ans avec la retraite. On a une question. Peut-on activer des DPB sans terre pour un agriculteur de plus de 63 ans et aura-t-il les paiements en face? Alors, si je comprends bien la question, c'est un agriculteur qui n'a plus de terre, mais qui aura encore des DPB. Donc, dans ce cas-là, non, on ne peut pas activer les DPB. Il faut qu'il y ait des hectares en face. Si la question, c'est plutôt un agriculteur qui, on va dire, quelques hectares, une parcelle de subsistance et des DPB, plus de 67 ans à la retraite, il n'aura pas d'aide PAC. Il n'activera pas les DPB, en fait. Donc, les DPB vont remonter à la réserve au bout de 2 ans, c'est-à-dire, c'est pas activé en 2023. En 2024, si c'est à nouveau pas activé, ça repart à la réserve, il aura plus de portefeuille. Par contre, pour la campagne 2023 comme pour la campagne 2024, tu auras possibilité de faire un transfert de DPB. Donc, un agriculteur qui est plus de 67 ans à la retraite, considéré comme non actif, va garder un portefeuille encore 2 ans et pourra faire les transferts, même s'il ne bénéficiera pas de l'aide. Ok, une autre question, alors peut-être qui mériterait d'être reprécisée. Je viens de rentrer dans un GAEC, du coup je bénéficie déjà des DPV du GAEC, point d'interrogation, par rapport au 0,1 requis pour le forfait. Je ne sais pas si la question est claire. Forfait GIA, oui, si le GIA est déjà dans un GAEC, c'est le GAEC qui va bénéficier de l'aide GIA. Alors, attention quand même, il y a des règles d'éligibilité, c'est que l'aide GIA, on en bénéficie dans la structure dans laquelle on s'est installé. Collègues, hein. Voilà, donc s'il y a eu une installation individuelle avant de rentrer dans le GAEC, c'est plus compliqué que ça. Il vaut mieux se rapprocher de votre conseiller habituel ou de la DDT pour vérifier, pour demander les règles d'éligibilité précises. Mais si c'est une installation qui s'est faite dans le GAEC, effectivement, le GAEC a un portefeuille DPB, donc
c'est la société qui perçoit les aides et le jeune agriculteur lui fait bénéficier de son forfait jeune agriculteur. Alors, toujours sur l'aide JA, quand vous parlez de première installation, entendez-vous par la première inscription MSA ou peut-on en bénéficier si on a déjà été inscrit à la MSA sans aide JA? Je regarde mes collègues un petit peu. Donc c'est effectivement c'est la première attestation MSA et première structure dans laquelle l'agriculteur s'installe. Donc si la première filiation MSA se fait sur une installation individuelle, c'est la structure individuelle qui peut bénéficier des avantages JA, pas une éventuelle société dans laquelle le JA entrerait plus tard. On est toujours sur l'aide JA là. J'ai 41 ans fin mars, installé depuis avril 2022 avec des JA, puis je peux étendre au forfait JA. 41 ans fin mars? 41 ans fin mars, installé depuis avril 2022 avec des JA. Il nous semble, alors à vérifier dans les notices PAC ou à nous reposer la question plus précisément, parce que là j'ai pas le moyen de vérifier de suite. Normalement, c'est pas avoir 41 ans à la date de dépôt. Donc si c'est fin mars avec une ouverture en avril, c'est pas possible. D'accord. Oui, ok. Par contre, plus précisément, c'est la date, c'est ne pas avoir 41 ans à la date de première entrée dans le régime de paiement de base. Donc potentiellement, s'il y avait une déclaration PAC l'an dernier, ça pourrait passer. Bon, c'est un cas qu'il vaut mieux expertiser en direct en nous posant la question ou en se tournant vers vos conseils habituels pour qu'on regarde précisément. Je suis désolé, là on est vraiment sur des règles un peu subtiles et je préfère pas vous donner une confirmation définitive à l'oral sans rouvrir les textes précisément pour vérifier. Disons qu'il y a des cas où c'est pas rédhibitoire en tout cas à ce stade. Il faut les regarder plus précisément. Alors, une autre question toujours qui concerne un peu les JA, mais qui concerne aussi ce fameux montant moyen des DPB. Donc, quand on parle de moyenne du montant des DPB, on parle de quoi? C'est-à-dire, quelle est cette valeur? Et les JA qui rentrent dans une ARL sont-ils concernés par l'aide JA? Il y a deux questions. Quand on parle de valeur moyenne de DPB, actuellement, c'est 114 € l'hectare, le DPB moyen. Donc, en gros, c'est l'enveloppe nationale DPB divisée par le nombre d'hectares agricoles déclarés à la PAC. Donc, ça évolue un petit peu chaque année, mais bon, ça va pas bouger significativement. Ça se rehausse un petit peu avec une légère augmentation d'enveloppe quand même l'an prochain. Mais voilà, c'est à peu près ça la moyenne nationale. Et pardon, la deuxième partie de question, c'était… Jean, la deuxième partie de question. Ouais, je l'ai perdu. Excusez-moi, j'ai perdu la deuxième partie aussi. La valeur moyenne du DPB. Non, la valeur moyenne du DPB, on l'a vu, mais quand on est JA et on entre dans une société, est-ce qu'on peut bénéficier de… les JA qui rentrent dans une ARL sont-ils concernés par l'aide de JA? Oui, si l'installation se fait dans l'ERL et qu'il n'y a pas eu un passage par une société individuelle avant, une structure individuelle avant, effectivement, l'ERL va bénéficier du paiement JA, enfin peut bénéficier du paiement JA. Encore une fois, sous réserve des quelques autres critères d'éligibilité, mais qui sont a priori rarement bloquants. Donc, une question à laquelle on a déjà un peu répondu, mais je la reformule quand même. Vous parlez de première installation pour l'aide JA. Entendez-vous par la première inscription MSA ou peut-on bénéficier si on a déjà été inscrit à la MSA sans aide JA? Il me semble qu'on a déjà répondu. Oui,
le fait qu'il y ait eu des ZJA ou pas initialement ne compte pas. C'est vraiment la première inscription MSA qui va déclencher les choses. C'est pas la première déclaration PAC. C'est la première déclaration, la première affiliation MSA. Pour l'aide, le calcul des DPB, donc le recalcul des DPB se fait-il au niveau de chaque département? Et peut-être une autre en suivant, là, quel sera le montant minimum des DPB pour le GERS en 2025? Alors, le calcul des DPB se fait exploitation par exploitation. Il y a une moyenne nationale qui est calculée au niveau national, mais après, le calcul de la convergence se fait exploitation par exploitation. Donc, c'est votre situation par rapport à la moyenne nationale qui joue pour la convergence. Alors, le niveau minimum des DPB pour le GERS 2025, à minima, les plus petits DPB vont être revalorisés à 70% de la moyenne nationale en 2023, et ensuite en 2025, il y a un pas de convergence, on devrait être au minimum à 85% de la moyenne nationale. La moyenne nationale, elle évoluera un petit peu, mais elle va rester autour des 114 €. Donc, bon, si je fais le calcul de tête, 85%, on va être autour de 90 € minimum, quoi, quelque chose comme ça, à quelques euros près. Sauf peut-être des situations très particulières que j'imagine pas, mais voilà. Si vous avez un portefeuille DPB actuellement, vos DPB, à minima, ils évolueront vers un seuil minimum de moins 90 €. J'ai envie juste de revenir sur les questions précédentes sur les paiements JIA. Voilà, comme je l'ai dit, il y a quelques subtilités. Donc, l'invitation, c'est quand même de se rapprocher de vos conseillers ou de la DDT pour faire expertiser au cas par cas les choses. Et dans tous les cas, ça coûte rien de cocher la case « Je demande de l'aide paiement JIA » lors de votre déclaration PAC. On ne vous reprochera pas de l'avoir fait si vous n'êtes pas éligible. Alors, on a beaucoup de questions sur la retraite, mais le cumul. Mais avant de répondre à ces questions, une question peut-être de base. Quel est le montant minimum d'aide PAC payable? Il y avait un minimum jusqu'à présent, effectivement. Est-ce qu'il est reconduit? On n'a pas eu d'informations officielles sur un changement. Il était 200 € jusque-là, ce minimum. Donc, normalement, il est conservé. Mais honnêtement, on n'a pas posé la question, on n'a pas eu la réponse. Donc, on nous l'a peut-être pas dit, mais théoriquement, on ne s'attend pas à avoir d'évolution là-dessus, en tout cas. Se rejoignent. Alors, donc concernant les questions par rapport à l'âge de la retraite, pour les retraités qui n'ont pas l'âge de 67 ans au mois de mai de cette année, qui pourraient donc eux faire une déclaration PAC, peuvent-ils faire une déclaration PAC pour les hectares de subsistance qu'ils conservent, les moins de 5 hectares qu'ils ont conservés? S'ils n'ont pas 67 ans, ils restent éligibles, même s'ils ont la retraite, ils restent éligibles à la PAC. Donc, ils peuvent faire une déclaration et ils percevront les aides sous réserve des autres critères d'éligibilité, bien sûr. Mais voilà, l'exclusion, c'est 67 ans et retraite. Si vous avez 64 ans et la retraite, vous pouvez continuer à faire votre déclaration PAC comme d'habitude. Autre question, pour la limite d'âge des 67 ans, quand vous dites retraite, s'agit-il de tout type de retraite, régime général ou fonction publique, ou seulement retraite agricole? Alors, les réponses qu'on a actuellement, c'est que c'est tout type de retraite. Voilà, quel que soit le montant et la nature. Alors, ça soulève tout un tas de questions, et pour des gens qui ont des régimes de retraite très faibles, pour l'instant, les réponses qu'on a, c'est que tout est concerné sans seuil minimum. Alors, il y a quelques cas particuliers qui ont été remontés. On verra s'ils sont pris en compte ou pas, mais pour l'instant, la réponse est très, très large. Je ne suis pas sûr qu'elle évolue beaucoup plus. Alors, une question là qui concerne la gestion de son portefeuille de DPB, en fait. Quand on est agriculteur de plus de 67 ans à la retraite, faut-il quand même faire la déclaration PAC tous les ans s'il n'y a pas de transfert de DPB?
Alors, si vous avez plus de 67 ans et que vous êtes à la retraite, vous êtes plus éligible aux aides PAC, donc il n'y a pas lieu de faire une déclaration. Ça peut être intéressant de faire votre transfert de DPB avec des personnes intéressées du département, voilà, pour conserver les DPB et peut-être aider quelques agriculteurs qui en manquent. Mais il y a aucune raison de faire votre déclaration PAC. Votre déclaration va être rejetée, sauf alors voilà, le cas exceptionnel qu'on a en tête, c'est des gens qui ont des poursuites de contrats bio qui étaient déjà en cours précédemment. Si vous étiez engagé en bio, par exemple en 2022 en conversion, vous avez un contrat qui court sur 5 ans, donc qui n'est pas encore fini. Et celui-là, il reste sur les anciennes règles de la PAC, comme c'était un contrat fait en 2022. Alors c'est pareil si c'était fait en 2021, 2020, etc. Et donc là, en fait, vous pourrez encore toucher les aides bio en faisant votre déclaration PAC. Mais vous n'aurez pas les DPB. Donc c'est un des seuls cas qu'on identifie comme justifiant, bio-MEC, pardon, les MEC sont concernés également. C'est un des seuls cas qu'on identifie comme rendant pertinent le fait de faire une déclaration PAC. Vous n'avez pas besoin de faire une déclaration PAC pour pouvoir céder vos DPB en 2024, par exemple. Voilà. Par contre, en 2025, ils seront remontés à la réserve et ça sera trop tard. Ok. Une autre question là d'éligibilité aussi. Une SCA de 3 associés non gérants avec une épouse salariée en dehors de l'exploitation plus 2 enfants, plus le mari gérant non associé et salarié aussi en dehors de l'exploitation. Faut-il une adhésion à l'ATEXA pour le gérant ou l'associé pour percevoir les primes? Alors, on n'a pas mis les diapos à ce stade là-dessus parce qu'on attend quelques réponses et précisions sur les gestions des sociétés. Il est prévu dans la réglementation en cas de rattrapage pour les sociétés sans associés exploitants. Ce rattrapage, il faut que les gérants soient affiliés à un régime MSA, mais a priori celui des salariés du coup, puisqu'ils sont non exploitants, et qu'ils aient tout de même en cumulé l'ensemble des gérants 40% des parts sociales. De ma connaissance du fonctionnement de la MSA, qui n'est pas parfaite, c'est pour ça que je préférerais quand même avoir une réponse officielle. Quand vous êtes en SCEA, si vous êtes gérant, vous êtes automatiquement affilié comme non salarié, donc comme exploitant. Voilà. Donc, ces cas de rattrapage-là, pour moi, ne fonctionnent pas pour les SCEA, ils fonctionnent pour les SA et pour les SAS. Donc, en SCEA, la situation que vous décrivez, oui, la SCEA devient éligible si si un des associés détenteurs de parts prend la gérance et devient associé exploitant. Auquel cas, il faudra faire une demande au titre du contrôle des structures vraisemblablement selon la surface de la SCEA. Puisque quand vous devenez exploitant dans une structure, on considère que vous mettez à exploiter des parcelles que vous n'exploitez pas jusque précédemment. Bon, une dernière question. Alors, il y a beaucoup de questions là sur le chat, mais je pense que on a dû répondre à la plupart. Là, Julien a dû répondre à la plupart. Donc, il y a celle-ci peut-être. Les surfaces en vigne compteront-elles pour les DPB? Alors, je vous propose cette dernière question. Ensuite, on va enchaîner sur la suite. Et ça permettra de répondre, je pense, aussi à certaines questions en avançant. Voilà. Alors, les surfaces en vigne, en fait, elles n'ont pas généré, les surfaces qui étaient en vigne en 2013 n'ont pas généré de DPB en 2015, mais par contre, si vous avez des DPB à mettre en face parce que vous en récupérez, et puis là, effectivement, cette année, vous avez des gens qui ont 67 ans à la retraite qui vont être 7 ans de DPB. Il n'y a plus de taxation en plus pour le transfert foncier, donc vous avez des opportunités de récupérer des DPB. Et du moment que vous avez des DPB sur vos parcelles en vigne, vous aurez des aides DPB sur les parcelles en vigne. Et j'irai même plus loin, si vous êtes viticulteur, que vous n'avez pas du tout de portefeuille DPB jusque-là, mais que vous récupérez 0,1 DPB de quelqu'un qui en cède, ça vous donnera accès au paiement redistributif sur 52 premiers hectares, et on va le voir plus loin, ça vous donnera même accès à l'éco-régime potentiellement sur l'ensemble de votre surface viticole, même si vous n'avez pas les aides au paiement de base. Donc il y a une ouverture pour la vigne sur cette nouvelle PAC, avec l'évolution des règles actuelles en termes d'accès aux aides. Ok, merci. Donc, je te propose, Julien, de poursuivre.
la présentation. Alors, on passe aux aides couplées végétales pour vous mettre en avant les principaux changements. On va dire ceux qu'on n'évoque pas, globalement, c'est reconduite à l'identique. Donc, ce qui nous paraissait important de pointer, notamment pour notre département, c'est les évolutions de la légumineuse fourragère, de l'aide à la légumineuse fourragère. Donc, on reste sur un minimum de 5 UGB. Et l'évolution significative, c'est que jusqu'à présent, pour en bénéficier, soit il fallait être éleveur avec les 5 UGB, soit il fallait avoir un contrat de vente de légumineuses fourragères avec un éleveur de 5 UGB qui lui-même ne demandait pas l'aide. Ce critère saute. Maintenant, l'éleveur peut demander l'aide à la légumineuse fourragère et en faire bénéficier un non-éleveur avec qui il a un contrat, voire plusieurs non-éleveurs avec qui il a des contrats. La question a été explicitement posée au ministère, donc ça c'est confirmé. Et quelqu'un qui a juste 5 UGB peut faire bénéficier 3 céréaliers différents s'il fait 3 contrats de l'aide à la légumineuse fourragère. Voilà, donc il y a une ouverture assez significative là-dessus. Et on revient aussi un peu en arrière sur quelque chose qui avait disparu sur la précédente PAC. Les mélanges légumineuses fourragères et graminées vont être à nouveau éligibles du moment que la légumineuse est dominante. Ils seront éligibles uniquement l'année du semis. Voilà, donc autant une luzerne, vous pouvez demander la légumineuse fourragère avec un seul semis plusieurs années. Autant si vous êtes sur un métail, on va dire, donc avec mélange graminées et légumineuses dominantes, vous ne serez éligible que l'année du semis. Mais vous serez éligible, ce qui n'était pas le cas, enfin cette parcelle sera éligible, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Ça avait été le cas en 2015 et 2016, je crois, et ça avait disparu à partir de 2017. Donc on revient là-dessus. Et l'autre évolution, alors c'est plus de forme, c'est que il y a une nouvelle aide légumineuse à graines en fait qui va englober les anciennes aides au soja protéagineux. Donc voilà, tout ça va être regroupé sur une dénomination nouvelle. Et quand même, il y a l'ajout dedans des légumes secs, donc les pois chiches notamment, vont pouvoir bénéficier de cette aide à la légumineuse, aux légumineuses à graines. Ensuite, dernier point sur les aides couplées végétales, c'est l'apparition d'une aide au maraîchage aux petits fruits rouges qui va concerner des exploitations de moins de 3 hectares de SAU au total et qui ont à minima un demi-hectare de maraîchage ou de petits fruits rouges. Voilà. Les pommes de terre en sont exclus. Donc c'est une nouvelle aide qui vise à ouvrir le dispositif des aides PAC finalement aux maraîchers qui généralement ne font pas de déclaration PAC avec de petites surfaces de 1 hectare environ, avec des DPP à 200 €, pas forcément un dossier, enfin avec des aides découplées à 200 € en gros à l'hectare, vous ne faites pas forcément un dossier PAC. Donc là, c'est une ouverture vers ce profil d'exploitation avec une estimation de à peu près 1600 € l'hectare pour cette nouvelle aide. Voilà. Mais par contre, il faut bien avoir 3 hectares de SAU maximum. Hein. Voilà. Si vous avez 10 hectares et que vous avez 1 hectare de maraîchage au milieu, vous ne serez pas éligible à cette aide couplée. Voilà pour moi là-dessus. Oui, donc on va reprendre les aides couplées végétales avec un exemple, hein, donc sur une exploitation qui aurait un petit peu toutes les cultures qui peuvent être aidées, qu'on retrouve souvent dans le Gers, donc 10 hectares de trèfle, de soja, de févrole à grains, de pois chiches et de blé dur. Et si on regarde le diagramme, on se rend compte qu'entre 2022 et 2023, il y a une nette augmentation si on présente voilà, ces 10 hectares de chaque culture dans l'exploitation. On va regarder un petit peu plus en détail avec les chiffres en dessous, entourés en rouge pour comparer 2022 et 2023. Les légumineuses fourragères, donc par exemple le trèfle, voilà, il a connu une légère baisse pour arriver à environ 149 €. Le soja a été environ à 35 € hectare et passe à 104 €. Tout comme les protéagineux, donc les févroles, s'alignent aussi sur 104 €. Les légumes secs n'avaient aucune aide et maintenant peuvent bénéficier de 104 € hectare.
Et enfin, le blé dur bon, est assez constant, il reste à environ un peu plus de 50 € hectare. Voilà. Donc, globalement, sur cette exploitation, on voit qu'il y a une augmentation, mais bon, il est plus intéressant de regarder le détail de chaque culture, puisque certaines aides augmentent et d'autres baissent. Ouais, Donc, on va peut-être prendre quelques questions à ce stade. Donc, concernant ces aides couplées végétales. Donc, une question ici, y a-t-il un plafond pour les aides légumineuses à graines? Est-ce que le haricot tarbé est éligible? Alors, il n'y a pas de plafond. Par contre, tu auras peut-être un stabilisateur. Voilà. Et le haricot tarbé est bien éligible sur les aides légumineuses à graines. Une question aussi d'éligibilité par rapport au métail, au mélange céréales protéagineux. Là, j'ai un doute. Je me tourne vers mes collègues, on y reviendra peut-être après. Il faut qu'on regarde dans le livre des codes. Ah non, je ne sais pas répondre. On note la question et on regardera plus précisément là-dessus. Julien, si les mêmes règles sont appliquées que l'an dernier, si on a un mélange avec des protéagineux majoritaires, il nous semble que c'est éligible. Oui, a priori, c'était éligible l'an dernier. Je préfère qu'on jette un œil à la fac s'il y avait de Bien nouvelles sûr. choses, mais il n'y a pas de raison que ça ait changé, effectivement, mais je préfère dire des choses dont je suis absolument sûr. Alors, pour l'aide au maraîchage ou autre d'ailleurs, est-ce que les plantes, les PPAM, les plantes à parfum et médicinales, aromatiques et médicinales, diversifiées, sont éligibles dans les mêmes conditions? Je ne sais pas à ce stade, c'est une question qu'il faut qu'on remonte. Question. Honnêtement, je pense pas, hein, mais on va quand même poser la question parce que tel qu'est rédigée la fiche de communication là-dessus, on est vraiment sur légumes et petits fruits rouges. Donc, d'après moi, ça n'inclut pas les PPM, mais on posera la question. Des questions par rapport aux légumineuses, toujours, fourragères. Est-ce qu'il y a une aide pour la luzerne déshydratée spécifique? Oui, elle est maintenue. Ok. Et dans le cas de la luzerne, toujours, est-il possible de faire un contrat? Pour quelle durée, même si en 2005, un contrat a déjà été fait? Alors nous, en justificatif, jusque-là, on a toujours eu besoin d'un contrat annuel. Donc, il faut faire un contrat, refaire un contrat annuel. Si vous avez fait un contrat pluriannuel, refaites un avenant ou quelque chose qui nous justifie le contrat. Les collègues qui instruisent l'aide, mais voilà. On nous demande explicitement de vérifier que la date de la campagne PAC concernée apparaît sur le contrat, hein. Donc, voilà. Si vous avez un contrat pluriannuel, refaites un contrat annuel en parallèle pour pouvoir justifier dans le dossier PAC. Les producteurs d'ail, donc en plein champ, j'imagine, ont-ils droit à l'aide dite culture maraîchage? J'ai un doute sur le plein champ, très honnêtement là-dessus. Je note la question, on va regarder. Il me semble que c'est quand même axé maraîchage avec une définition qui en général comporte le fait qu'il y ait plusieurs cultures dans l'année sur la parcelle. Enfin voilà, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on regarde de plus près. Qu'on remonte la question si on n'a pas la réponse explicitement déjà. Ok. Une liste, y a-t-il une liste des légumineuses à graines qui sont aidées ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas aidées? Alors, normalement, on devrait avoir une liste. Mais généralement, si on est sur les légumes secs et protéagineux, ça va globalement correspondre aux catégories
pardon, quand vous avez la notice PAC, vous avez une notice avec les codes culture qui sont classés par catégorie. Généralement, ça correspond à ces catégories-là. Donc, je ne m'attends pas franchement à ce qu'il y ait des surprises du moment que vous êtes dans la catégorie protéagineux, vous êtes dans la catégorie légumes pour un légume sec. Mais il vaut mieux vérifier au cas par cas si vous êtes sur une culture assez spécifique. Par ailleurs, on a vérifié entre-temps, les PPM ne sont pas éligibles, les plantes médicinales à parfum ne sont pas éligibles à l'aide petit maraîchage. Très bien. Est-ce que la luzerne semence est éligible? Il y a une aide couplée à légumineuses, semences de légumineuses fourragères. D'accord. Le blé dur, faut-il toujours un contrat de vente? On n'a pas de d'évolution spécifique sur cette aide-là, donc a priori, on reste dans la continuité, on n'a pas de nouveauté annoncée, donc oui. Et ensuite, pour justifier de l'aide aux légumineuses, faut-il pouvoir justifier de semences certifiées? Dans les légumineuses fourragères de base, non, il n'y a pas de semences certifiées. Uniquement, le cas où vous pourriez avoir besoin de justificatif, c'est en cas de contrôle, on fait un contrôle visuel de la dominance des légumineuses dans la parcelle, notamment pour les mélanges légumineuses graminées. Voilà, si le contrôle visuel ne permettait pas de constater qu'il y avait une dominance des légumineuses, il faudra justifier avec les justificatifs d'achat de graines. Voilà. Je vous avoue que je ne sais pas comment ça fonctionne en cas de là-dessus, mais bon, voilà, c'est le petit cas, on va dire, un petit au terme de restreint, sur lequel on pourrait avoir besoin d'aller chercher des factures de semences, mais de manière générale, il n'y a pas besoin de semences certifiées. Ok, ben je te propose, Julien, de poursuivre donc avec l'éco-régime. Alors, sur l'éco-régime, j'ai un doute, c'est la première diapo, celle-là, oui, comme c'est une mise en forme. Oui, pardon, ok, c'est bon, je m'y retrouve. Donc, l'éco-régime, nouvelle aide. Alors, un peu comme les par quoi je commence? Le paiement vert disparaît. Donc, par défaut, vous n'avez plus le paiement vert. Donc, ça représente globalement 30% des aides. Et si vous voulez compenser cette perte d'aide de paiement vert, il y a la possibilité d'aller chercher l'éco-régime. Donc l'éco-régime, il est organisé avec trois moyens d'accès. On peut y accéder par des pratiques, on peut y accéder par la certification, on peut y accéder par ce qu'on appelle les IAE, les infrastructures agro-environnementales. C'est la présence d'éléments favorables à la biodiversité, on va dire. Plusieurs niveaux d'éco-régime selon votre niveau d'engagement. Vous l'avez sur le côté du diaporama à droite. Un niveau 1 à 60 € hectare, un niveau 2 à 80 € hectare, qui en gros commence à permet de compenser celui-là permet de compenser la perte du paiement vert à la louche, et un niveau 3 à 110 € l'hectare qui est pour le bio, on y reviendra. Et voilà, si exigence non atteinte, on est à 0. Donc l'accès à l'éco-régime n'est pas entre guillemets aussi automatique que le paiement vert. C'est également un paiement qui commence à être déconnecté du DPB. Le paiement vert, vous ne le touchiez que à hauteur de vos DPB. L'éco-régime, c'est plus le cas. C'est pareil, il faut avoir 0,1 DPB, une fraction de DPB en portefeuille. Mais une fois que vous avez ça, si vous avez, je dis n'importe quoi, 10 000 hectares, vous avez droit au DPB, au l'éco-régime sur les 10 000 hectares du moment que vous êtes éligible. Alors, dans les voies d'accès, je vais peut-être commencer par une des plus simples, c'est la certification. Si vous êtes certifié en agriculture biologique, vous avez droit à l'éco-régime à 110 hectares. Il faut être sur l'ensemble de votre surface. Alors, a priori, on est en train de clarifier un point. Je suis désolé, j'ai pas la réponse. Si vous avez une parcelle certifiée bio et le reste en conversion C1, C2, vous êtes éligible à l'éco-régime. On a un doute si vous êtes encore totalement en conversion. Voilà. Sachant que si vous êtes totalement en conversion, vous avez droit normalement à l'aide
à la conversion bio. Voilà, on est en train d'essayer de clarifier ce point, mais j'ai pas la réponse à ce jour. Donc ça, c'est un niveau d'éco-régime à 110 € l'hectare. L'autre accès à la certification, c'est la certification HVE, qui vous permet d'accéder au niveau 2, qui est à 80 € l'hectare. On est sur des estimations, hein, ça sera de cet ordre de grandeur-là. Et il y a une certification environnementale de plus, c'est la même certification qu'HVE, mais un niveau de cahier des charges plus léger qui vous donne accès au niveau 1 à 60 € l'hectare. Ensuite, je vais passer sur la voie des IAE, les infrastructures agroécologiques. On va dire que c'est l'équivalent des SIE. Donc, selon votre proportion d'éléments favorables à la biodiversité, alors je vais dire non productifs parce que c'est l'équivalent des SIE, ça va reprendre les bosquets, les mares, les arbres alignés, les murets traditionnels, même si on n'est pas très concerné dans le Gers, et les jachères. Par contre, ça n'inclut pas des éléments que je vais appeler productifs, qui sont les cultures fixatrices d'azote, qui vous permettaient de bénéficier de points SIE, et ça n'inclut pas non plus les cultures dérobées, qui vous permettaient de bénéficier de points SIE. Voilà. Donc, sur ces éléments d'infrastructure agroécologique, si vous en avez plus de 7% sur l'intégralité de votre SAU, on n'est plus seulement sur les terres arables, on est bien sur l'intégralité de la SAU. Donc ça inclut les prairies permanentes, etc. Vous bénéficiez du niveau 1 à 60 € hectare. Si vous êtes à plus de 10% de la surface, vous bénéficiez de 80 € l'hectare. Encore une fois, on est avec un système de pondération comme les SIE. Hein. Une haie va compter pour un certain nombre de mètres carrés. En l'occurrence, ça a été gonflé pour la haie, c'est le seul qui bouge. On reprend les coefficients SIE précédemment, mais pour les haies, au lieu d'être à 10 mètres carrés par mètre linéaire, vous êtes à 20 mètres carrés par mètre linéaire. Voilà. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque pourcent, il faut avoir 4% d'IAE sur les terres arables tout de même, hein, même si vous devez atteindre 7 ou 10% en global. Voilà, donc ça, c'est les éléments favorables à la biodiversité. Et la dernière voie d'accès, c'est la voie des pratiques agricoles avec des exigences différentes selon la nature des cultures. Il y a des exigences pour les terres arables, des exigences pour les prairies permanentes et des exigences pour les cultures permanentes. Donc, sur les surfaces en terre arable, alors c'est un système de points, il faut avoir de la diversité d'assolement. On va dire qu'on retrouve un peu les principes du paiement vert, mais là, on est basé vraiment sur un point. Donc, selon, à partir du moment où vous avez 10% de telle culture, vous avez un point, puis 2, etc. Je suppose que Mélanie en parlera un petit peu plus précisément derrière. Ensuite, vous avez la surface en prairie permanente. Là, l'exigence est de ne pas labourer. Donc, c'est-à-dire, là, on est sur le compartiment prairie permanente, c'est ce qui est déclaré comme prairie permanente à la campagne courante. Donc, par exemple, là, en 2023, ce critère-là est vérifié uniquement sur ce que vous déclarez en prairie permanente en 2023. Donc, non-labour, c'est plus tellement le non-labour au sens qu'on avait présent pour des prairies permanentes où on parlait de non-labour quand vous transformez une parcelle en herbe en une parcelle en culture. Là, non-labour, c'est une parcelle qui était en herbe, qui reste en herbe, mais il n'y a pas eu de labour de la parcelle entre-temps. Voilà. Donc, notamment, ça pourrait exclure, dire si vous avez des prairies artificielles relabourées, ressemées chaque année. Je ne suis pas sûr que ça soit très fréquent, mais ça peut exclure ces prairies-là de ce compartiment. Donc, si vous avez 80 à 90% non labourés, vous avez les 60 € hectare à niveau 1. Si vous avez plus de 90% de la surface non labourée, vous êtes au niveau 2. Si la prairie, vous l'avez ensemencée en culture, elle est comptée dans les surfaces arables avec l'exigence de diversité d'assolement pour 2023. Et dernier point, c'est les cultures permanentes, donc arboriculture et vigne essentiellement. On est sur un pourcentage de couverture interrang avec un couvert qui peut prendre diverses formes. Couvert herbacé, entre guillemets vrai couvert ou bien mulch, dont on attend la définition. Et là, pour avoir les 60 € hectare, il faut 3/4, donc 75% de couverture interrang. Et pour avoir le niveau 2 à 80 € hectare, il faut avoir 95% des interrants en couverture. 95% des interrants en couverture végétale, j'ai envie de dire, c'est en fait 100% des interrants en couverture végétale et vous avez une petite marge s'il y a un accident qui fait que vous
vous n'atteignez pas les 100%. Je pense qu'il faut le prendre un peu comme ça. Voilà. Point d'alerte sur cette voie des pratiques agricoles. Si vous avez des surfaces en terre arable, des prairies permanentes et des cultures permanentes, enfin, ou même si vous avez que 2 de ces choses, vous ne toucherez l'éco-régime que l'éco-régime sera aligné sur le niveau, le compartiment le plus faible. C'est-à-dire si vous avez des prairies permanentes et des surfaces en terre arable, que vous ne labourez absolument aucune prairie permanente, mais que vous n'avez pas la diversité d'assolement en surface sur les terres arables, vous n'aurez pas d'éco-régime du tout. Il n'y a pas de situation où vous ne le touchez que sur les prairies. C'est vraiment l'ensemble de l'exploitation. Donc, vigilance là-dessus. Pareil, si vous avez des vignes, vous avez 200 hectares de céréales et 20 hectares de vignes. Si vous n'avez pas les intrants sur les vignes, alors que vous désirez respecter la diversité d'assolement sur les céréales, vous n'aurez pas l'éco-régime du tout, en fait. Voilà, donc vigilance là-dessus. On s'aligne sur le niveau le plus bas. Et dernier point, il y a un bonus qui est cumulable avec les pratiques agricoles et la certification, mais pas avec la voie des infrastructures agroécologiques, qui vous donne 7 € hectare si vous avez plus de 6% de haies sur la SAU et une certification et notamment le label haie. Voilà. Donc c'est un bonus dont vous bénéficiez pour des exploitations avec beaucoup de haies engagées sur ce label-là. Voilà pour moi, Mélanie. Ah, pardon, du coup, excusez-moi, j'ai tout dit, j'ai oublié que j'avais des diapos spécifiques. Je veux bien les repasser doucement pour m'assurer que j'ai tout dit. Pardon. Donc, l'agriculture bio, je l'ai dit, avec un point de vigilance qu'il faut qu'on clarifie, c'est si vous êtes 100% en conversion, il faut qu'on vérifie. Ce que j'ai pas dit, c'était que c'est cumulable, effectivement, l'éco-régime avec l'aide à avec les aides à la conversion au maintien, du moment que vous ne touchez pas l'aide à la conversion au maintien sur 100% des parcelles, mais il n'y a pas de seuil particulier, si vous touchez sur 99%, vous êtes éligible. Et l'éco-régime est cumulable avec le crédit d'impôt bio. Voilà, contrairement aux aides au maintien et à la conversion qui ne se cumulaient pas. Donc voilà pour cette diapo. La voie des pratiques, on en a parlé. Un seul cas, par contre, je vous ai dit qu'on alignait sur le compartiment le plus bas. Par contre, si vous avez un compartiment terre arable, prairie permanente ou culture permanente, arbre ou vigne, qui fait moins de 5% de votre SAU, on n'en tiendra pas compte pour l'évaluation de votre éco-régime. Donc, si vous avez 100 hectares, dont 1 hectare de vigne, le fait de ne pas avoir les intrants de vigne ne vous pénalisera pas sur l'éco-régime. Mais si vous avez plus de 5 hectares de vigne, ça sera le cas. Et sur cette voie-là, j'ai tout dit, donc c'est bon. Et je passe la parole à Mélanie. Merci. Donc, on va essayer d'illustrer donc les éco-régimes par un exemple. On part d'une exploitation de 200 hectares avec des cultures assez fréquentes dans le Gers. Hein, donc, il y a des grandes cultures, il y a un petit peu de jachère, des luzernes, mais il y a aussi de la vigne. Voilà, donc cette exploitation dispose de 100 DPB d'une valeur de 100 €. Elle a un élevage également de bovins avec 15 allaitantes, une laitière, un taureau, 13 veaux. Elle n'est pas certifiée HVE et elle n'est pas certifiée en agriculture biologique. Ses prairies permanentes sont non labourées et ses vignes ont un enherbement d'un rang sur 2, donc ce qui est assez classique pour le Gers. Ah. Voilà, donc ici, on reprend l'ensemble des aides dont bénéficie cette exploitation de 2021 à 2027. Donc, si on observe 2021 et 2022, on voit un bloc vert qui représente le paiement vert, donc qui était de 70% des DPB, donc de 11 000 €. Et on voit qu'à partir de 2023, pour l'instant, dans l'exemple que j'ai constitué, elle ne bénéficie pas des éco-régimes. Donc là, on va essayer de comprendre, d'étudier les 3 voies pour voir à chaque fois qu'est-ce qui a bloqué et évidemment quel serait l'élément à changer pour que cette exploitation accède aux éco-régimes.
Donc, la première voie à étudier, c'est la voie des certifications. Donc, cette exploitation n'est pas en bio et n'est pas certifiée HVE. Donc, elle ne peut pas accéder aux écorégimes par cette voie-là. Ici, si elle décidait de se certifier HVE avant la déclaration PAC, voilà, on transformerait l'essai et elle pourrait accéder à 80 € hectare pour l'ensemble de son exploitation. Ensuite, on va étudier la voie des pratiques. Donc, je le rappelle, dans la voie des pratiques, il y a 3 blocs. Le bloc terre arable, le bloc prairie permanente et le bloc culture permanente. Donc, d'abord, nous allons regarder le bloc terre arable pour voir ce système de points. Donc ici, surligné en marron, nous avons les jachères de l'exploitation. Elle en avait 4,37 hectares, ce qui représente 6,4% de ces terres arables. Donc elle se situe entre 5 et 30% et elle va gagner 2 points. Les févroles, les luzernes, le pois chiche et le soja sont dans la même rubrique. Ce sont les protéagineux et les légumineuses fourragères. On est bien au-delà de 10%. Donc, l'exploitation va gagner 3 points. Ensuite, le blé tendre et le blé dur sont toutes deux des céréales d'hiver et font gagner 1 point à l'exploitation. Et enfin, en bleu, nous avons le tournesol qui représente plus de 5% de l'exploitation et qui font gagner également 1 point. Bien qu'on soit dans le bloc des terres arables, il y a quand même un bonus prévu si l'exploitation comporte plus de 10% de prairies permanentes, ce qui est le cas ici dans notre exemple. Donc, elle gagne 1 point supplémentaire. Si on additionne tous les points, on obtient 8 points. Donc, cette exploitation, sur la voie des pratiques, au premier bloc, terre arable va gagner 8 points. Maintenant, on va regarder les 2 autres blocs. Donc, on a la pratique des terres arables où c'est bien reporté niveau 2. Ensuite, la pratique des prairies permanentes. Donc, c'est une exploitation qui ne laboure pas ses prairies permanentes. Elle est également niveau 2. Enfin, le 3e bloc, la pratique des cultures pérennes. Ici, la vigne qui est enherbée 1 rang sur 2. Donc, ça fait moins de 75%. Donc, on n'atteint aucun niveau. Elle est donc non éligible. On observe donc les 3 blocs et le moins 10 ans va dire la suite. Donc, pour la conclusion sur les volets des pratiques, cette exploitation est non éligible. Donc, ici, elle a une bonne diversité des terres arables. Si elle voulait accéder à l'écorégime par la voie des pratiques, il faudrait qu'elle enherbe au moins 75% de ses rangs de vignes pour pouvoir y accéder. On va étudier maintenant la voie des IAE. Donc voilà, si on totalise ces haies, ces bosquets, ces jachères, on est à environ 4,37% pour cette exploitation. Donc on voit qu'elle n'atteindrait ni le niveau 1 ni le niveau 2 des IAE. Donc pour cette 3e voie, cet exemple voilà, n'accède pas non plus aux écorégimes. Ici, l'exploitation pourrait on revient sur celle d'avant, s'il te plaît. Ici, cette exploitation pourrait décider d'implanter donc avant le 1er mars des jachères pour gonfler son score d'IAE et pour atteindre au moins 7% pour aller chercher donc, le niveau 1 des écorégimes de 60 € hectare sur l'ensemble de l'exploitation, ou aller au-delà et implanter avoir au moins 10% d'IAE pour aller toucher 80 € hectare sur l'ensemble de l'exploitation. Merci. Voilà, donc là j'ai repris donc la même exploitation, mais cette fois qui touche les écorégimes. Donc ça, je rappelle que c'est une exploitation qui possède 100 hectares et 100 DPB. Donc en 2021-2022, on était bien sur 70% du paiement de base. Donc le paiement de base, il était à 11 000 €. Voilà, 70% de 11 000 €, ça fait 7 700 €. Ensuite, à partir de 2023, quand on accède aux écorégimes, qu'on arrive à remplir les conditions d'une des 3 voies,
on peut espérer donc soit 0 hectare sur toute la surface, soit ici pour cette exploitation 6 000 euros, 6 000 euros au total, soit 8 000 euros, et en admettant qu'elle passe 100% bio, on pourrait même aller jusqu'à 11 000 euros. Pour accéder à cette aide, il y a besoin d'avoir au moins un DPB ou une fraction de DPB. Voilà, donc cette aide-là est déconnectée de la quantité de DPB que l'on possède. Donc, on peut passer aux questions. Oui, alors juste peut-être par rapport à ce que vient de préciser Mélanie, il y avait une question, mais elle y a donc répondu. Pour percevoir l'éco-régime, faut-il des DPB? Il faut une fraction de DPB quelque part, mais après on touche l'éco-régime sur l'ensemble de sa surface, même si elle n'est pas couverte intégralement par des DPB. Ok. Alors, ensuite, donc, on a évidemment pas mal de questions concernant l'accès à l'éco-régime via la certification bio. Donc, pour une exploitation 100% en bio, par rapport à sa surface et par rapport à l'accès à l'aide spécifique éco-régime, y a-t-il un plafond? Alors, sur l'éco-régime, du moment que vous y êtes éligible, il n'y a pas de plafond. Donc, quelqu'un qui est 100% certifié bio, qui a 300 hectares, il aura l'éco-régime à 110 € sur les 300 hectares. Il n'y a pas de plafond. Alors, comme toutes les aides de la PAC, il peut y avoir un stabilisateur à un moment donné, hein, mais il n'y aura pas de plafonnement. Donc, le stabilisateur, c'est on rogne pour mettre pour tout le monde les aides d'un certain pourcentage, 1, 2, 3%, s'il y a dépassement d'enveloppe, mais il n'y aura pas de plafonnement. C'est-à-dire, on ne vous dira pas, vous ne touchez l'éco-régime que sur 50 hectares maximum, mais voilà. Donc après, une question effectivement récurrente, là aussi, qui revient pas mal. J'ai une partie de l'exploitation en bio et l'autre en conventionnel, et je dois au niveau 3. Non, l'éco-régime, c'est vraiment pour les gens qui sont 100%, qui ont 100% de leur parcelle engagée dans le bio. Donc, si l'exploitation est mixte, elle ne sera pas éligible à l'éco-régime sur cette voie-là. Elle pourrait l'être par d'autres voies, HVE, voies des pratiques, mais pas sur le bio. Une autre question par rapport aux prairies permanentes. 90% de la SAU est en prairie permanente. Avons-nous accès au niveau 2? Alors, si les prairies permanentes ne sont pas labourées, ça pourrait permettre l'accès. Il faut voir ce qui se passe sur les 10% restants de la SAU. Il faut, si vous voulez, pour avoir le niveau 2, il faudra que les 10% restants de la SAU répondent aux critères du niveau 2. Par exemple, s'il y a des cultures céréalières sur les 10% restants, voilà le niveau 2. Alors, si c'est une petite surface en culture céréalière, il y a sur les petites surfaces, il y a des possibilités d'avoir les points plus vite, hein, a priori avec une diversité un peu moindre, mais il y aura quand même des exigences à vérifier sur ces surfaces-là. Une autre question là par rapport aux prairies permanentes. Peut-on retourner les prairies permanentes sur une exploitation 100% en bio sans perdre l'éco-régime? Alors, oui, vous pouvez mettre en culture toutes les parcelles. Si vous êtes 100% bio, ça ne fera pas perdre l'éco-régime. Il y aura après peut-être des contraintes sur la conditionnalité un jour par rapport au maintien des prairies permanentes, mais oui. Alors, si la question c'est transformer les prairies permanentes en culture, enfin oui, c'est le cas, mais même si la question c'est labourer et rester en herbe, strictement pour l'éco-régime, c'est pas bloquant du moment qu'il y a la certification bio sur 100% des parcelles. Alors, il y a pas mal de questions là par rapport aux prairies permanentes donc il y en a une là. Bon, je pense que c'est une exploitation qui possède 10% de sa SAU en prairie permanente. Est-ce que je vais toucher le montant de l'éco-régime de niveau 3 sur l'ensemble de l'exploitation? J'imagine que peut-être ces prairies ne sont pas en bio. Alors voilà, si les prairies sont pas en bio, il faut se raccrocher à un autre accès à l'éco-régime.
Si la question c'est je laboure pas mes prairies, est-ce que j'aurai l'éco-régime voie des pratiques sur les prairies et pas sur le reste de l'exploitation? La réponse est non. Il faut respecter le niveau 2 de l'éco-régime également sur le reste de l'exploitation. Ou faire certifier les prairies en bio, cas échéant. Enfin, ça, c'était dans le premier cas. Alors, un viticulteur là, qui travaille l'interrang pour semer des couverts végétaux, est-ce que c'est pénalisable en cas de contrôle? C'est-à-dire que je comprends, il y a une couverture interrang et il y a un travail, à un moment donné, il y a une destruction des couverts, un travail avant le ressemis. C'est ça? Il me semble que dans la fac, on va regarder en parallèle dans les foires aux questions. On regarde, j'y reviens derrière à cette question. Il me semble qu'il y avait une petite tolérance, voilà, pour ça. Comme je le dis, je préfère être sûr des réponses officielles là-dessus. On peut passer à la question suivante et on revient dessus. Ouais. Alors, un éleveur là, qui est aujourd'hui totalement en bio et en conversion, son élevage est bio, mais il souhaite passer l'élevage en conventionnel en mai 2023, tout en gardant ses surfaces cultivées en bio. Est-ce qu'il pourra prétendre à l'éco-régime au maximum à 110 €? Oui, on regarde uniquement le caractère bio des surfaces, pas du tout des animaux. Donc, si vous avez vos terres, prairies ou cultures certifiées bio, même si les animaux sont élevés en mode conventionnel, vous êtes éligible à l'éco-régime bio. Une autre question, une exploitation qui est à la fois certifiée AB et HVE, est-ce qu'elle peut bien prétendre au niveau 3? Oui, du moment qu'il y a la certification AB, c'est bon. Sur 100%, bien sûr, des surfaces. Alors, une question Ouais, où se situe la culture de l'ail dans l'éco-régime en nombre de points? Il faut qu'on regarde dans les cultures. Mélanie, je ne sais pas si tu retrouves de tête. On regarde. Ouais, alors, Mélanie regarde aussi, elle l'a pas en tête. On va répondre à la question un peu plus tard. Alors, je prends une question là. Nous sommes 6 en indivision suite à une succession à part égale. Ah non, c'est un cas particulier. On va y répondre directement. Alors, j'avais une question là plus ancienne, mais peut-être que justement c'est le moment d'y répondre. Est-ce qu'il y a un taux de jachère minimum obligatoire en 2023? On y répond après. Ou on y répond après? Peut-on retourner? Oui, ça on a déjà répondu. Nous. L'exploitation en bio. Oui, alors une exploitation entièrement en bio reprise en 2023 de terres en PPH bio par l'ancien fermier, qui ont été déclarées en PPH bio par l'ancien fermier. Vais-je pouvoir cultiver ces terres ou je suis obligé de les laisser en PPH? Alors, ce que je comprends, c'est que c'est une reprise. Les terres étaient en bio, entièrement en PPH. Est-ce que je peux mettre en culture? Alors, si la question porte sur l'accès à l'éco-régime, encore une fois, on peut mettre les prairies en culture et conserver l'éco-régime si ça reste certifié bio. Question, comment se déclarer HVE? C'est quoi le crédit impôt bio? Peut-être une réponse rapide. Pardon.
Pour HVE, il faut se tourner vers un organisme certificateur. J'avoue que peut-être côté chambre, vous saurez mieux répondre à la question que moi. Et le crédit d'impôt bio, c'est un crédit d'impôt que vous pouvez demander dans votre déclaration. Alors, je suppose au titre de l'impôt, enfin, potentiellement différents types d'impôts, mais l'impôt sur les sociétés notamment. Vous y avez accès de mémoire quand vous avez 40% de votre chiffre d'affaires qui est fait par les productions biologiques. Donc, vous n'avez pas besoin d'être à 100% bio en fait sur ce crédit-là. Et c'est un crédit d'impôt. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas imposable, vous allez avoir un versement de 4 500 € de la part du fisc par ailleurs. C'est pas une déduction, c'est vraiment un crédit. Donc, non imposables sont quand même bénéficiaires de cette demande-là. Mélanie, pour HVE? Oui, rapidement. La certification HVE, oui, donc il s'agit bien d'une certification. Donc, pour être certifié, il faut avoir un audit avec un organisme certificateur sur 4 grands thèmes qui sont la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et l'irrigation. Voilà, ces 4 grands thèmes sont étudiés en détail pour voir si l'exploitation répond aux critères HVE. Et c'est la dernière campagne culturale complète terminée qui est étudiée pour accéder voilà, à la certification. Je reviens sur la question sur l'ail. Alors, une question, les haies bordant les prairies. Pardon. L'ail est compté comme autre culture au titre de l'éco-régime, dans la catégorie autre culture. D'accord. Merci Julien. Donc, une question concernant les haies bordant les prairies permanentes comptent-elles dans les IAE? Oui, du coup, oui, on est, pardon, je réfléchisse un peu avant de répondre, mais oui, puisque là, sur l'éco-régime, hein, on est bien sur l'éco-régime, pas sur la conditionnalité, puisque les SIE sont, ex-SIE sont inclus à la conditionnalité, mais sur l'éco-régime, on regarde les infrastructures agro-environnementales, donc les haies notamment, sur l'intégralité de la surface. Donc, les haies qui bordent les prairies permanentes sont incluses, alors du moment qu'elles font partie des îlots. C'est-à-dire qu'il faut nous les avoir déclarées à la PAC, c'est que vous ayez la maîtrise. Si voilà, si elles sont en dehors du dessin de l'îlot PAC, on les comptera pas. Bon, pour dire simplement, il faut qu'elles soient dessinées à la PAC et incluses dans les îlots. Ouais. D'ailleurs, du coup, pardon, point de vigilance, ça veut dire la déclaration PAC actuelle là, si vous souhaitez accéder à la voie des pratiques à l'éco-régime via ces infrastructures agroécologiques, ça vaut le coup de vérifier vos dessins les SNA, les surfaces non agricoles, concernées sur vos parcelles en prairie permanente, puisque jusqu'à présent, vous aviez moyennement, vous étiez censé avoir vérifié des dessins, on va dire, il n'y avait pas d'énormes enjeux en termes d'aide sur ce dessin-là. Là, potentiellement, faites une vérification fine lors de la déclaration PAC là-dessus, sur les haies, les arbres alignés, etc., qui sont sur prairie permanente. Du moment que vous avez besoin de cette voie d'accès qu'au-régime, je dirais dans tous les cas, mais d'autant plus si vous avez besoin de cette voie d'accès de l'éco-régime par la biodiversité. Une question HVE toujours aussi. Est-ce la certification HVE 2022 qui est prise en compte pour la déclaration PAC 2023? Alors oui, dans certains cas spécifiques, je crois qu'il y a encore des questions à ce sujet-là. Donc oui, certaines certifications en 2022 sont possibles. J'ai envie de dire plutôt à vérifier au cas par cas. Notamment, il faut c'est plutôt la voie. Pardon, Mélanie. Oui, donc apparemment, si l'exploitation est certifiée HVE avant le 1er octobre 2022 avec l'option A, donc les 4 grands thèmes étudiés, on peut accéder aux éco-régimes en 2023, mais pas en 2024. Ensuite, ce qui se serait fait certifier entre le 1er octobre et le 31 décembre avec l'ancienne version de HVE ne pourrait pas bénéficier des éco-régimes en 2023.
Enfin, ceux qui se font certifier en ce moment, depuis le 1er janvier, avec le nouveau cahier des charges, peuvent bénéficier des éco-régimes à partir de 2023, 2024 et les autres années. Voilà. Ok, merci Mélanie. Alors, donc il y a beaucoup d'autres questions, on va essayer d'y répondre, mais on conseille néanmoins bien sûr de revenir vers vos conseillers habituels pour répondre à des questions très particulières. On va essayer d'y répondre dans le chat là, ou du moins sur les questions-réponses. Et on va essayer d'avancer un petit peu, donc ça permettra, je pense, encore de répondre à des questions qui se posent là. Juste, je reviens sur la question précédente, le fait d'avoir un couvert interrang avec travail du sol puis retenu. Alors, on n'a pas directement la réponse, donc on va la remonter. Ce qui nous était dit, c'était une question qui était est-ce qu'on peut avoir un couvert interrang assuré par des céréales? La réponse du ministère était oui, sous réserve d'assurer alors soit la présence de mulch au terme du cycle de la céréale ou rélancement immédiat après récolte. Donc, bon, ça insiste sur le fait que, à minima, la période de sol nu doit être extrêmement restreinte. Mais on va poser la question pour avoir une réponse spécifique là-dessus. Alors, sur les aides animales, le premier point, c'est aide ovine, caprine et ICHN, pas de changement. Alors, il y a quelques changements formels, mais sur le fond, ça ne bouge pas. Ça ne change rien pour votre déclaration et pour les règles de calcul. Par contre, l'ABA et l'ABL, donc aide bovine allaitante et aide aux bovins laitiers, sont remplacés par quelque chose qui s'appelle maintenant l'aide à l'UGB, avec un système, on va dire, un peu plus complexe d'éligibilité. Donc, les points à mettre en avant là-dessus, c'est que les animaux éligibles, ce seront les mâles et femelles de plus de 16 mois, toute race. Donc, les mâles deviennent éligibles. Il y a deux niveaux d'aide. Un niveau supérieur à 110 € qui va primer les femelles viandes dans la limite de 2 fois le nombre de veaux. Et tous les mâles, entre guillemets, quelle que soit leur race, en fait, et dans la limite du nombre de femelles primées. Voilà, donc quand vous primez des femelles, ça vous donne droit à primer autant de mâles en face. Ensuite, il y a une aide de base, niveau base, à 60 € l'UGB, qui sert en fait de rattrapage pour tous les animaux non primés au niveau supérieur, c'est-à-dire les femelles qui dépassent le ratio de 2 fois le nombre de veaux et les mâles qui ne seraient pas primés, et également les femelles laitières, voilà, puisque le premier niveau ne prime que les femelles viandes. Il y a un plafonnement après de l'aide à un nombre d'UGB total, alors à 1,4 fois la surface fourragère. Donc il y a une prise en compte de l'extensivité. Mais ce plafonnement-là, il est minimum de 40 UGB, c'est-à-dire si vous êtes complètement hors sol, vous avez quand même 40 UGB primables, et il est dans tous les cas maximum à 120 UGB. Donc si vous avez 200 hectares de surface fourragère, vous ne pourrez pas primer plus de 120 UGB dans tous les cas. Voilà, donc plafonnement à 1,4 fois la surface fourragère avec un minimum 40 et un maximum 120 UGB. Voilà pour cette diapo. Oui, donc ici, en fait, c'est pour dire, comme Julien Barthès, mais représenté d'une autre façon. Voilà, donc ça souligne aussi qu'à partir de 16 mois, que ça soit mâle ou femelle, ils peuvent potentiellement être primés. Et le tri se fait comme ça, donc on va mettre les mâles d'un côté. Dans la case rouge, donc c'est le niveau supérieur, on va mettre tous les mâles, mais pas plus d'un UGB mâle par mère. Et tous les autres iront dans la case bleue pour être primés au niveau de base. Pour les femelles, voilà, si elles sont de race lait et mixte, elles seront primées au niveau de base. Et pour les races à viande, dans la limite de 2 mères par veau, elles seront les premières donc classées dans les races viande, croissée viande. Et s'il y avait plus de mères, elles seraient dans le niveau bleu primable au niveau de base.
Voilà, et donc là, ça reprend aussi les plafonds et donc que ce soit mâle ou femelle qui auraient été mis dans les cases, on va dire, rouges, seront primés à 110 € et pour les autres, ce sera 60 € hectare. UGB, pardon. Alors, bon, ça doit être très clair. Il y a une question. Qu'entendez-vous par plafond de 2 fois le nombre de veaux pour les femelles? C'est le nombre de veaux nés sur l'exploitation. Il faut que je regarde, je vous dis précisément les critères, à moins que Mélanie l'ait en tête, sur quelle durée. On regarde ça. Ah, sur quelle durée? Oui, j'avoue moins maîtriser les durées, les périodes pendant lesquelles sont cotés les bovins. Il faut qu'on vérifie. Alors, j'ai des vaches à viande et des vaches laitières. La répartition se fera lors de la déclaration PAC ou par l'EDE? Pardon, j'ai la réponse, c'est pour les veaux. Ce sont les veaux nés sur l'exploitation et détenus plus de 90 jours sur une période de 15 mois précédant la date de référence. Et la date de référence de mémoire, c'est la date de la déclaration. Ah pardon, du coup, c'est sur la question précédente, si tu peux bien la redire. C'était la question précédente, oui. Enfin, la question suivante, c'est tout. Ouais, la question, c'était qu'attendez-vous par plafond 2 fois le nombre de veaux pour les femelles? Oui, donc ça, c'est ce à quoi je viens de répondre. C'est la question d'après, du coup, que j'ai plus en tête. Ouais, la question d'après, donc j'ai des races à viande, des vaches à viande et des vaches laitières. La répartition se fera-t-elle lors de la déclaration PAC ou par l'EDE? Alors, c'est un peu les deux, on va dire. C'est le logiciel d'instruction PAC va récupérer les données EDE et va affecter chaque race. En fait, chaque race va rentrer dans une catégorie, hein, notamment les races mixtes. Enfin voilà, chaque race est catégorisée par la PAC viande, lait ou mixte, et ça se fera automatiquement. Voilà, donc, mais ça va se baser sur des données de l'EDE. Donc vos déclarations du profil des vaches à l'EDE va alimenter directement la PAC. Mais on vous demandera pas à la PAC, si c'est la question, d'indiquer la race de chacune des vaches. C'est comme pour l'ICHN, des récupérations automatiques. Ok. Une autre question, est-ce qu'il y a toujours un minimum de 10 UGB pour être éligible? Oui, il me semble bien. Il y a une évolution, là, il me semble, là-dessus. Non, 5 UGB bovine, pardon. 5 UGB. Ok. Merci. Je pense que c'est bon, on a répondu aux questions. Donc, on va poursuivre, Julien. Oui. Donc, on passe à la conditionnalité. On va dérouler essentiellement, les nouveautés sont sur les BCAE, les bonnes conditions agro-environnementales. Alors, qui pour certaines d'ailleurs sont renumérotées. Je suis désolé, donc ça complexifie un peu les choses. Alors, la BCE 4, c'est les bandes tampons le long des cours d'eau. Celle-là, le numéro ne bouge pas de mémoire. C'est celle qui demande à avoir des bandes de 5 mètres le long des cours d'eau dits BCAE. Donc pour le département du Gers, mais ça peut varier pour d'autres départements, il s'agit des cours d'eau qui sont en très plein ou en pointillé avec le nom sur la carte hygiène. En fait, même plus précisément maintenant sur la BD Topo, donc sur la carte hygiène informatique. La nouveauté, c'est que
la nouvelle règle prévoit que des écoulements qui ne seraient pas sur la carte BCAE d'un département, qui peuvent être des fois s'écarter un petit peu de l'hygiène, mais qui seraient quand même en trait permanent sur la carte hygiène, vont être soumis à ces critères de bande tampon. Donc, je vous ai mis cette diapo qui a, en fait, en pratique, ça a à peu près aucun impact dans le Gers, puisqu'on a déjà intégré dans les cours d'eau BCAE tout ce qui était très plein de l'hygiène. Je vous la mets pour mémoire parce que vous entendez peut-être parler de ça. Ça peut impacter d'autres départements, mais dans le Gers, a priori, ça n'a pas d'impact. Voilà, donc c'était surtout pour vous dire que dans le Gers, ça n'avait pas d'impact. Alors, une nouveauté sur la couverture minimale des sols, une BCAE 6, je crois que c'était pareil, c'était son ancien numéro. Donc les règles, c'est que quand vous êtes en zone vulnérable, vous suivez les règles de la directive nitrate en termes de couverture. Par contre, maintenant est introduite une obligation de couverture des sols, même hors zone vulnérable. Et donc là, l'obligation sera de faire une couverture végétale de 6 semaines à votre choix, entre le 1er septembre et le 30 novembre, qui pourraient être couverts semés, des repousses de céréales, des mulches, des cannes ou chaumes. On essaie de faire préciser ce que va recouvrir notamment le mulch. Donc voilà, en dehors de la zone vulnérable, vous aurez maintenant des obligations de couvert entre les intercultures longues. Donc 6 semaines avec un choix de couverture. Et l'autre point, c'est la présence d'un couvert au 31 mai sur les jachères et entre l'arrachage et la réimplantation des vignes, vergers ou boulons. Mais là, on est un peu plus sur des choses en continuité. Et il faut un couvert sur les jachères au 31 mai. Voilà pour cette diapo. Ensuite, alors, on a une BCAE 7, rotation des cultures. Alors là, il y a un changement de numéro. Avant la BCAE 7, c'était notamment le maintien des particularités topographiques et donc ça passe en BCAE 8 maintenant. Donc la 7, c'est la rotation des cultures. C'est une nouvelle obligation. On pourrait dire que c'est une forme de reprise de la diversité d'assolement du verdissement et qu'on retrouve dans l'éco-régime et qui se traduit maintenant en rotation des cultures. Donc il y a des obligations de rotation qui concernent les terres arables hors culture pluriannuelle. En gros, c'est les terres arables dont on va exclure certaines cultures dont on sait qu'elles fonctionnent sur plusieurs années, notamment les luzernes. Les cultures en herbe, donc les terres arables hors les cultures pluriannuelles du type luzerne, hors les parcelles en herbe, donc les prairies temporaires ne sont pas concernées, et les jachères. Donc il y a deux critères de rotation à respecter. L'une, c'est une rotation annuelle de 35% de l'ensemble des surfaces, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un changement de déclaration de code culture sur 35% de ces terres arables concernées entre deux déclarations PAC. Et l'autre point, c'est sur 4 ans, il faut qu'il y ait un changement de code culture sur toutes les parcelles, avec une exemption pour le maïs semence, qui lui peut rester un maïs semence 4 années d'affilée sans pénalité. Donc, c'est des rotations sur 4 ans. On pourra commencer à les vérifier en fait en 2025. On vérifiera ça du coup en point de démarrage à partir de la PAC 2022. Donc 2022, 2023, 2024, 2025, il faudra sur toutes les parcelles un changement de culture. En tout cas, sur toutes les parcelles qui sont en terre arable en 2025 et pas en luzerne, pas en herbe, pas en jachère. Si vous ne faites pas ces rotations, il y a la possibilité d'avoir un joker en fait en mettant en place une culture intermédiaire qui doit être présente entre le 15 novembre et le 15 février. Alors on soupçonne en tout cas dans le Gers que la principale problématique à ces rotations, ça sera le maïs. Donc entre deux semis de maïs, il faudra mettre une culture intermédiaire entre le 15 novembre et le 15 février. Pour déroger à la rotation annuelle de 35%, il faudra qu'il y ait des couverts sur les parcelles qui ne feront pas la rotation jusqu'à compléter les 35%. Et par parcelle, si vous ne faites pas la relation des 4 ans sur une parcelle, il faudra qu'il y ait un couvert sur chaque année. Donc 2023, 2024, 2020, chaque année. Et avec une petite exception, c'est comme on commence à contrôler en 2022, à partir de 2022 pour la campagne 2025. En 2022, on ne vous a pas fait déclarer s'il y avait des couverts ou pas, vous n'étiez pas obligé de le faire, donc il n'y aura pas ce point de contrôle pour 2022. Donc si vous avez une parcelle en monoculture de maïs, en 2025, on vérifiera qu'il y avait une déclaration de couvert
à la PAC 2023, à la PAC 2024 et à la PAC 2025. Et en 2026, on vérifiera qu'il y ait une déclaration de couvert à la PAC 2023, 2024, 2025 et 2026. Point de vigilance, ces obligations se poursuivent même si transfert de parcelles. Donc, si vous récupérez des parcelles d'un cédant, je n'ai pas de solution miracle pour vous parce que vous n'aurez pas forcément l'info à disposition dans Télépac. Enfin, vous ne l'aurez pas a priori, en tout cas pas dans l'immédiat. Il faudra avoir en tête l'historique pour savoir s'il y a bien une obligation, une rotation qui a été faite. Et il y a des exemptions qui sont similaires à celles du paiement vert actuel, c'est-à-dire exemption pour les agriculteurs bio, exemption pour les parcelles les exploitations majoritairement en herbe, donc avec plus de 64% d'herbe en gros, en riz, mais ça ne nous concerne pas trop, et quand il y a moins de 10 hectares de terre arable. Voilà pour cette BCAE. Ensuite, la BCAE 8, nouvelle BCAE sur les éléments de surface favorable à la biodiversité, c'est ce qui reprend les SIE du paiement vert avec quelques évolutions. Donc là, on est, comme pour les SIE, on est uniquement en pourcentage de SIE sur les terres arables et non pas sur la SAU totale, ce qui était le cas pour l'éco-régime. La voie d'accès éco-régime infrastructure agroécologique, on regarde le pourcentage d'éléments sur toute la surface. Là, on regarde le pourcentage d'éléments uniquement sur la terre arable. Alors, les critères se renforcent par rapport à SIE. On vous demande d'avoir plus d'éléments favorables à la biodiversité, mais il y a en fait deux options. Soit vous n'avez que 4% d'infrastructures agroécologiques, mais c'est fait uniquement avec des éléments non productifs, donc les haies, les bosquets, les arbres alignés, ou les jachères, et les bordures de champs bien sûr, et les jachères. Soit vous pouvez ajouter à ça les cultures dérobées et les cultures fixatrices d'azote sans traitement phyto, mais à ce moment-là, il faut faire 7% de votre surface. Alors on a des pondérations, mais il faut atteindre 7% de la surface et quand même garder 3% minimum qui soit fait avec des éléments non productifs. Voilà. Donc précédemment sur le paiement vert, on était à 5% qui pouvaient être faits avec des éléments non productifs ou productifs. Maintenant, on va dire à 3% minimum avec des éléments non productifs. Et selon les cas, soit vous tirez jusqu'à 4% avec des éléments non productifs et vous respectez la règle, soit vous tirez jusqu'à 7% en incluant des éléments productifs. Par ailleurs, interdiction de couper les arbres entre le 16 mars et le 15 août. Donc la période a été légèrement augmentée par rapport à la fois précédente. Avant, ça devait démarrer au 1er avril et peut-être même finir au 31 juillet, j'ai un doute. Donc ça concerne les haies, mais ça concerne également tous les arbres et arbres isolés, les arbres des bosquets, etc. On garde la règle du maintien des éléments topographiques, donc c'était l'ancienne BCAE 7, notamment les haies. Les bosquets et les mares, ça continue, sauf que les bosquets et les mares, il y avait un seuil de 10 arts jusqu'à présent qui saute. Donc maintenant, les bosquets et les mares sont à maintenir jusqu'à 50 arts, qui est le maximum, mais quelle que soit leur taille, même les plus petits. La nouveauté également, c'est que les agriculteurs bio, ils sont maintenant soumis. Avant, ça faisait partie du verdissement, il y avait une exemption pour les agriculteurs bio. Maintenant, il n'y a plus cette exemption. Donc, il faudra en agriculture biologique avoir ce taux minimal d'infrastructures agroécologiques sur les SIE. Alors, les agriculteurs bio étaient soumis au maintien des haies précédemment, mais là, il y a également la présence de, je vais garder le terme SIE puisqu'il est pas mal connu, à avoir également. Et il y a des exemptions qui sont les exploitations majoritairement en herbe et de moins de 10 hectares de terres arables. Voilà. Et donc plus d'exemptions pour les agriculteurs bio. Voilà pour cette diapo. Alors, pas mal de questions. Effectivement, en bio, y a-t-il toujours des bandes tampons? Alors, en bio, vous avez des obligations de bande tampon au titre de la BCE bande tampon, donc le long de tous les cours d'eau BCAE. Vous avez potentiellement des obligations de bande tampon au titre de la directive nitrate, notamment si vous activez la dérogation argile. Voilà, les obligations de bande tampon pour les bio sont exactement les mêmes que pour les autres, en fait, hein, là-dessus.
Par contre, les bandes tampons ne sont pas éligibles aux aides bio, hein. Voilà, vous êtes censé les dessiner sur votre déclaration PAC avec la largeur de 5 mètres. Voilà D'ailleurs, là-dessus. il y avait une question précédemment là sur la directive nitrate et les dérogations argile. Donc, ils sont bien maintenus pour l'instant. C'est que le taux qui évolue, mais on en parlera une autre fois. Alors, toujours sur les bandes tampons, faut-il des bandes tampons autour d'un lac ou d'une mare? Alors, au titre de la PAC, formellement, il n'y a pas d'exigence là-dessus. Au titre de la directive nitrate, il me semble bien qu'il y a je me tourne vers certaines collègues qui ont peut-être en tête, des obligations le long des plans d'eau, en bord des plans d'eau. Je vais regarder ça en parallèle. Ok. Une autre question, les surfaces en BCAE comptent-elles dans les surfaces IAE de l'éco-régime? Alors, je suppose que la question, c'est pour les haies BCAE, mares et bosquets BCAE. IAE. Oui, c'est des IAE, donc elles vont compter pour l'éco-régime. Encore une fois, je ne parle que de ceux qui incluent sur les îlots, hein. Quand il y a une haie en bord d'îlot ou un bosquet en bord d'îlot, si vous en avez la maîtrise, vous avez normalement l'obligation de le déclarer. Il va être protégé, mais il va compter pour l'éco-régime et pour cette BCAE. D'ailleurs, il y avait une question précédemment aussi sur les haies mitoyennes. Elles comptent sur les deux exploitations. Alors, oui, elle compte sur les deux exploitations. Normalement, on met la moitié du linéaire de la haie sur chaque exploitation. Donc, si la haie fait 100 mètres, la haie mitoyenne, il y a 50 mètres qui sont comptés de chaque côté. Ok. Alors, pardon, je regarde la directive nitrate, hein. C'est les plans d'eau de plus de 1 hectare qui doivent avoir des bandes tampons. Voilà, donc à moins de 1 hectare, il n'y a pas d'obligation de bande tampon sur les mares et les lacs. Même si ça peut être intéressant en termes de dispositifs Pour anti-eau. relativiser par rapport aux autres réglementations sur les phytosanitaires en particulier et avec les zones de non-traitement, le long des cours d'eau, des points d'eau. C'est pas la PAC, mais ça peut aussi nécessiter la mise en place de bandes enherbées. Oui, il y a des zones de traitement respectées, effectivement. Ouais. Donc, il y a des questions sur la directive nitrate, encore une autre là. Donc, c'est vrai qu'on y reviendra. Ça est en pleine évolution. Et donc, je pense que dès que les choses seront un peu stabilisées, il y aura des communications spécifiques sur le sujet. Alors, les obligations concernant la conditionnalité ou certains éléments de la conditionnalité, donc il y avait une question, est-ce que c'est obligatoire pour les exploitations de moins de 12 hectares? Oui, la conditionnalité s'applique à tout le monde, sauf quelques dérogations qui sont explicitement citées. Là, je vous l'ai dit, pour les exploitations quand il y a moins de 10 hectares de terres arables, il y a une exemption sur la présence d'infrastructures agroécologiques, les ex-SIE, mais c'était déjà le cas cette exemption, et sur les rotations de culture. Alors, une question concernant l'entretien des haies ou assimilés. Le broyage des ronces sur parcelle est-il conditionné par les dates d'interdiction du 16 mars au 15 août? Non, on est sur les ronces là, on n'est pas sur des ligneux, donc j'ai pas de difficulté particulière. Je dirais peut-être un point de vigilance. Non, je vois pas de difficulté particulière. Vous pouvez broyer les ronces. Par contre, n'allez pas arracher les ronces au milieu. Enfin, ne faites pas d'intervention sur une haie, quoi. Vous pouvez broyer s'il y a des ronces qui poussent au bord d'une haie, mais
s'il y a des ronces au milieu de la haie, pour la clarté complète en cas de contrôle, je préconiserais d'éviter d'aller y toucher pendant cette période-là. Bon, il y a pas mal de questions concernant la bio, mais concernant la BCA 8 avec l'option 7% d'IAE, peut-on bénéficier de l'éco-régime à 80 €? Attendez, juste un petit souci de batterie. Je branche l'alimentation. Donc, excusez-moi, je me remets en tête la question. Oui, si on respecte la BCAE 8 avec les infrastructures agroécologiques, hop. Les aléas du direct. Merci. Donc, si vous avez si vous respectez la BCAE 8, vous avez un taux de 7%. Alors, il y a deux choses. Si vous allez avoir le taux de 7%, il y a deux différences quand même avec l'éco-régime. C'est que ce taux de 7% pour la BCAE 8, donc les SIE, il peut être atteint, si vous prenez cette option, c'est a priori qu'il est atteint avec des éléments non productifs. Les cultures fixatrices d'azote sans traitement et les cultures dérobées. Ces éléments-là ne sont pas comptabilisés pour l'éco-régime. Donc, si vous faites les 7% de l'éco-régime, c'est avec uniquement des éléments non productifs. L'autre différence, c'est que sur la BCAE 8, on vous demande de faire le taux de 7% uniquement sur les terres arables, alors que sur l'éco-régime, on vous demande de le faire sur la totalité des surfaces, y compris prairies permanentes et cultures pérennes. Voilà, donc l'activation de l'éco-régime et l'atteinte de cette BCAE 8 via les 7%, et c'est pas vraiment la même chose. Et vraisemblablement, si vous avez l'éco-régime, vous serez potentiellement à plus de 7% sur la BCAE 8, très probablement. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. On ne peut pas faire un lien immédiat. Alors, merci Julien. Une dernière question là par rapport à la conditionnalité. Et après, comme on fait le point sur la bio, je propose, il y a pas mal de questions sur la bio. Je pense qu'on va y revenir en revisitant la nouvelle réglementation bio. Donc, une question là pour le défrichement de ligneux. Est-ce que son évolution est prise en compte en fonction de la dernière déclaration PAC, mais si Primo déclare en point d'interrogation, et est-ce que ça concerne les exploitations de moins de 10 hectares de SAU? Alors, je suppose que ça, c'est la suppression de haies ou la suppression de bosquets. Alors, pour un primo déclarant, en fait, on va aller regarder ce qui était dessiné à la PAC précédemment. Donc, généralement, il y a eu des dessins qui sont faits. Nous, initialement, en 2015, on a réalisé un certain nombre de dessins basés sur un travail de l'hygiène qui avait prédétecté les bosquets. Voilà, les bosquets. Donc, certains ont signalé des erreurs de numérisation en 2015 et on en a corrigé. Mais globalement, ces choses-là sont numérisées. Donc, si vous récupérez une parcelle précédemment déclarée à la PAC, normalement, on a des choses numérisées, les obligations courent. Si vous mettez en culture une parcelle qui n'a jamais été déclarée à la PAC, on n'a pas forcément fait la numérisation, mais on la fera sur la base d'orthophotos qui ont quelques années. Donc, on verra quelque chose. Donc, il y aura un échange à avoir. Si vous numérisez pas la déclaration PAC, on vous demandera pourquoi vous n'avez pas numérisé. Il faudra nous justifier que les choses n'étaient plus en place. Voilà. Enfin, il y aura un échange spécifique à avoir sur ce sujet-là. Mais bon, ça reste des cas très exceptionnels, hein, le fait de remettre en culture une parcelle qui n'était pas déclarée à la PAC. Merci Julien. On passe à la bio? Ouais. Alors, une diapo juste pour faire un zoom spécifique un peu concernant toutes les règles sur le point de vigilance sur la bio. Donc, il y a la fin des aides au maintien en 2024 puisqu'elles ont été prolongées en 2023.
Donc, c'était des aides qui étaient plafonnées à 5 000 € en Occitanie. Par contre, pour quelqu'un qui serait en maintien, donc avec des parcelles en conversion, certifiées bio, alors sous réserve que ça soit sur l'intégralité des surfaces, il y a l'accès à l'éco-régime à 110 €, qui est par ailleurs cumulable avec les crédits d'impôt bio. Donc, si vous aviez 5 000 € de maintien auparavant, vous n'aviez pas le crédit d'impôt parce qu'il n'était pas cumulable avec 5 000 € de maintien. Mais en 2024, vous aurez 4 500 € de crédit d'impôt et vous aurez 110 € d'hectare d'éco-régime qui arriveront. Alors, avec la perte du paiement vert par ailleurs. L'aide à la conversion se poursuit. Juste pour dire qu'elle est revalorisée pour les cultures, elle passe à 350 € l'hectare au lieu de 300. Et la règle de la rotation pour les légumes, les parcelles en légumineuses fourragères, où il fallait avoir une année de culture, de grande culture dans la rotation, de céréales oléagineux ou protéagineux, elle disparaît. Les parcelles qui sont en légumineuses fourragères pendant 5 ans sont maintenant éligibles à l'aide à la conversion sans cette obligation de rotation. Et dans les autres points, il y a la dérogation à la rotation des cultures. Donc, c'est un peu le pendant de la dérogation à la diversité d'assolement qu'il y avait précédemment. Mais par contre, il y a l'obligation de SIE, la BCAE 8 dont on vient de parler avec les infrastructures agroécologiques qui s'impose maintenant aux agriculteurs bio. Donc, c'est la nouveauté là-dessus. Voilà les principaux points qu'on voulait mettre en lumière spécifiquement pour les exploitations biologiques qui sont relativement nombreuses dans le département. Oui, alors j'ai quelques questions. Alors ça revient un petit peu en arrière, mais je pense que c'est important peut-être de revenir sur ces questions-là. Par rapport à ce niveau 3 de l'éco-régime spécifique à la bio, nous avons une exploitation en bio avec des terres en C2. Toute notre terre est soit certifiée, soit en conversion. Comment on peut avoir des terres qui ne sont pas en conversion ou en maintien? Alors ça, c'est peut-être par rapport à ce qui a été introduit comme condition pour pouvoir bénéficier de ces aides spécifiques là, de l'éco-régime. J'ai pas compris le... Ah, c'est peut-être une différence de compréhension entre... Il y a d'une part l'éco-régime qui lui va regarder le fait que vous soyez au titre du certificateur en conversion C1, C2 ou en certification AB, mais c'est différent des aides de conversion et maintien. Les aides de PAC conversion et maintien, l'aide de PAC conversion, vous l'avez pendant 5 ans, et l'aide de PAC maintien, vous l'aviez